Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Découvrons ensemble le sommaire de votre journal. À Washington, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, met en avant devant la conférence ministérielle pour la promotion des libertés religieuses le rôle pionnier joué par Sa Majesté le roi Mohammed VI et l'expérience marocaine réussie en la matière. Également au menu de ce journal, l'Africa Investment Forum, un forum organisé à Casablanca par la Banque africaine de développement. Objectif de soutenir les ambitieux projets pouvant transformer le continent. Nous nous intéresserons également à Ahidous, un art amazigh authentique transmis de père en fils, un patrimoine national à découvrir ou redécouvrir à travers un reportage à Azrou. Direction Washington, où le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a mis en avant devant la conférence ministérielle pour la promotion des libertés religieuses, je cite, le rôle pionnier joué par Sa Majesté le roi Mohammed VI et l'expérience marocaine réussie en matière de garantie des libertés religieuses. Le Maroc, à la croisée des civilisations, des cultures et des religions, a su préserver son identité religieuse propre, défendue par son histoire séculaire et par une vision royale avant-gardiste, a souligné notamment Nasser Bourita devant ce conclave international de grande envergure. Les développements tout de suite avec Mohamed El-Shkar. Cette conférence internationale de grande envergure s'est déroulée sur 2 jours à Washington et l'accent y a été mis en particulier sur le fait que le Royaume est le seul pays du monde arabo-musulman a souligné dans sa constitution que la composante hébraïque est une dimension importante de l'identité marocaine. Précision apportée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour qui la particularité du modèle marocain est le résultat d'une cohésion sociale exemplaire qui trouve ainsi sa pleine expression dans la loi fondamentale du Royaume du Maroc. Nasser Bourita a également souligné que l'expérience marocaine en matière de liberté religieuse constitue un modèle grâce à la centralité et au rôle fondamental de l'institution de la commanderie des croyants. Je viens d'un pays, le Maroc, situé à la croisée des civilisations, des cultures et des religions, un pays qui a su préserver son identité religieuse propre, défendue par son histoire séculaire et par une vision royale avant-gardiste. L'expérience marocaine montre que la sagesse et la solidité des institutions sont le garant de la protection de la liberté des religions. Le Maroc, grâce aux orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, mène plusieurs actions visant à ce que les religions puissent coexister en toute harmonie. Le Royaume est le pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui abrite la plus grande communauté juive et le plus grand nombre de synagogues et de cimetières juifs. Aujourd'hui, grâce à la sagesse et à la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc vit en toute quiétude, dans le total respect des valeurs de tolérance. La constitution du royaume stipulant clairement que l'affluent hébraïque est une composante de l'identité marocaine. Les actions menées par le souverain pour rétablir, préserver et restaurer le patrimoine culturel hébraïque sont une référence en la matière. La participation marocaine au débat de cette conférence internationale a porté sur les enseignements tirés de l'expérience marocaine, avec pour principale conclusion que si cette expérience marocaine en matière de liberté religieuse est érigée en modèle, c'est grâce à la centralité de l'institution de la commanderie des croyants qui distingue le Royaume du Maroc dans son voisinage géographique et géopolitique et qui constitue de ce fait une approche unique à la question de la liberté religieuse. Le Conseil économique et social des Nations Unies a élu hier par acclamation M. Omar Hilal, représentant permanent du Royaume du Maroc et vice-président du Conseil pour le cycle 2019 au nom du continent africain. Cette nomination sera l'occasion de consolider la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, marquant l'engagement ferme du Royaume en faveur de l'émergence et du développement durable du continent africain. C'est d'ailleurs une consécration des efforts du Maroc dans la mise en œuvre de l'agenda 2030.
La Banque africaine de développement a organisé aujourd'hui à Casablanca l'Africa Investment Forum. Il s'agit d'une plateforme de mobilisation pour engager le secteur privé et soutenir les ambitieux projets pouvant transformer le continent. Casablanca est la troisième étape d'un roadshow régional qui conduira une délégation de haut niveau de la BAD à Tunis et au Caire également. Sarah Katier. Après Tunis et le Caire, Casablanca est la troisième étape d'un roadshow de la Banque africaine de développement dont le but est d'informer les parties prenantes au Forum de l'investissement africain et susciter l'intérêt des opérateurs privés à préparer des projets susceptibles d'être présentés lors de l'Investment African Forum. Casablanca est une étape importante pour la Banque africaine de développement car il s'agit ici de promouvoir le Forum de l'investissement africain qui constitue une opportunité pour donner de l'élan au secteur privé, un secteur amené à financer des projets de développement dans le continent africain. La manifestation est un espace ouvert visant à coordonner les efforts des institutions multilatérales, des gouvernements et du secteur privé, et ce afin d'appuyer l'instruction des projets jusqu'à leur stade de financement. L'idée sous-jacente est en fait de créer une structure, une plateforme pour que la plupart, ou autant que possible, tous les projets en Afrique soient financés. Et donc la réalité pour l'instant, c'est nous avons les besoins qui sont identifiés, nous avons des fonds qui sont dans le monde, nous avons des centaines de milliards de dollars qui sont investis dans des actifs qui ne rapportent pas grand-chose. Le forum se tiendra du 7 au 9 novembre à Johannesburg et se veut être une plateforme championne pour engager activement le secteur privé et faciliter la transformation du continent. Parlons agriculture à présent. Grâce aux importantes pluies qui ont intéressé plusieurs régions du royaume, plusieurs filières se portent bien, notamment la céréaliculture. Dans la province d'Ifrane, les premières moissonneuses-batteuses ont fait leur apparition dans les champs. De l'été à l'automne, les paysans ont du pain sur la planche. Ils sont en tout cas satisfaits puisque la récolte s'annonce prometteuse. C'est un reportage d'Ahmed Fadeli sur un récit de Zakaria Mokimbillah. La récolte des céréales bat son plein. Le type de relief joue un rôle important. Dans les plaines, les moissonneuses-batteuses sont à pied d'œuvre. Dans les zones montagneuses, les agriculteurs comptent sur des techniques traditionnelles. Cette année, avec des précipitations abondantes, ils enregistrent une bonne récolte. Nous utilisons des moissonneuses dans les plaines et d'autres machines dans les zones montagneuses. Nous faisons aussi appel aux ouvriers et aux techniques traditionnelles comme la faucille. C'est une bonne saison agricole. Cette année, nous enregistrons un rendement de 50 quintaux à l'hectare, alors qu'il n'était que de 25 quintaux lors de la saison précédente. Dans la province d'Ifrane, la céréaliculture s'étale sur 53 000 hectares et une production annuelle d'1 million de quintaux. Ce secteur assure des recettes socio-économiques avec un chiffre d'affaires de 140 millions de dirhams. C'est une saison agricole exceptionnelle. Nous cultivons plusieurs variétés de céréales pour nos propres besoins et pour les commercialiser au plan régional. Les précipitations et les chutes de neige ont eu des impacts positifs sur la production agricole. On remarque toutefois une différence de rendement entre les plaines et les zones montagneuses où la récolte nécessite plus de temps. Au niveau national, la récolte de céréales est de 103 millions de quintaux, en hausse de 7,3% par rapport à la campagne précédente. Le rendement moyen est un record, 23 quintaux l'hectare. Ouvrons à présent la page monde de ce journal et d'abord ces tensions à Al-Quds. La tension est montée d'un cran après les nouvelles répressions de la police israélienne. Cette dernière a fermé tous les accès à l'esplanade des mosquées suite à de violents affrontements qui ont opposé les fidèles palestiniens et les forces de l'ordre israéliennes après la prière du vendredi. Des fidèles palestiniens qui ont été contraints de rebrousser chemin en subissant les grenades lacrymogènes lancées par la police israélienne. Le porte-parole du gouvernement palestinien a appelé les pays arabes et musulmans et la communauté internationale également à agir d'urgence pour sauver la mosquée d'Al-Aqsa après ces dangereuses évolutions.
Au Pakistan, les résultats partiels des élections législatives ont été annoncés ce vendredi plus tôt. C'est Imran Khan qui a remporté le scrutin avec au moins 114 sièges, loin devant ses rivaux. Mais Imran Khan aura besoin d'alliés pour bâtir une majorité. Le grand gagnant des élections promet en tout cas l'avènement d'un nouveau Pakistan et un fort engagement contre la corruption et la pauvreté. Il se dit également prêt à discuter de l'épineux conflit du Cachemire avec l'un de voisins et ouvrir un nouveau chapitre dans les relations avec les États-Unis. Et cap justement sur les États-Unis, de nouveaux feux de forêt ravagent le nord de la Californie. Une personne a été tuée dans la nuit, des centaines de bâtiments ont été endommagés et des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer. Selon les autorités, les flammes restent pour l'instant hors de contrôle des pompiers puisque le feu se déplace si rapidement. Retour à l'actualité nationale de Cézanne Bonnard, un documentaire projeté hier au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Cette projection s'inscrit dans le cadre de la programmation culturelle autour de l'exposition La Méditerranée et l'art moderne. La Méditerranée qui, comme vous le savez, fut une source d'inspiration pour les plus grands courants artistiques. Cézanne, Bonnard ou encore Matisse, tous ces peintres se sont nourris de ces couleurs et de ces lumières éclatante du Midi. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter tout de suite les précisions de Yasmine Belkhadim, elle est directrice de cabinet à la Fondation nationale des musées du Maroc. Ce documentaire de Cézanne Bonnard, de Florence Moreau, a été organisé dans le cadre de la programmation culturelle autour de l'exposition La Méditerranée et l'art moderne que nous organisons en collaboration avec l'Institut, le Centre Pompidou à Paris, et ainsi que l'Institut français du Maroc. Donc c'est un documentaire qui va parler de l'atelier du Midi, qui a inspiré en fait plusieurs courants artistiques qui ont eu lieu autour de la Méditerranée, que ce soit du fauvisme, au cubisme. Alors ce documentaire de 60 minutes va précisément traiter la thématique, le courant en fait de l'impressionnisme. Changement de décor et cap sur Azro et focus sur l'art d'Ahidous au Moyen Atlas. C'est dans ce mixte qui associe poésie et chant et transmise de père en fils. Les troupes perpétuent cet art authentique en ne laissant rien au hasard. Instruments, vêtements ou encore accessoires, tout est soigneusement préparé avant ce moment de communion. Ahmed Fadele et Nisri El-Hamdawi. Avant d'entrer dans le vif de la danse d'Ahidous, les membres de ces troupes du Moyen Atlas prennent le temps de peaufiner le moindre détail vestimentaire. Cela fait partie du cérémonial ancestral d'Ahidous. Et parce que tout doit se fondre dans une parfaite harmonie, à l'image de la nature en montagne, les chorégraphes s'affairent à chauffer leur bendir. Ainsi pourront-ils obtenir ce généreux bourdonnement qui donnera le ton à la danse et au chant d'Ahidous. Lorsqu'on parle d'Ahidous, nous abordons le dur labeur de la population amazigh dans les différentes régions du royaume. Nous retrouvons Ahidous lors de la saison des moissons et au moment de la tonte des moutons, mais aussi à l'heure des grandes célébrations, lors des moussem par exemple. Au Moyen Atlas, hommes et femmes exécutent l'art d'Ahidous dirigé par un maestro. Le voici menant la danse majestueusement, vêtu de son slam qui lui confère cette aura des maîtres d'antan. Pour ces hommes et ces femmes, Ahidous est plus qu'une expression artistique. C'est un véritable patrimoine qui a forgé leur imaginaire et leur identité depuis leur tendre enfance. Ahidous est un patrimoine culturel qui nous a été transmis par nos aïeux. Dès mon plus jeune âge, j'ai pris goût à cet art qui était exécuté notamment lors des cérémonies de mariage. Et petit à petit, j'ai commencé à pratiquer cet art porté par la passion de la poésie chantée d'Ahidous qui véhicule différents messages.
Jamais je ne pourrai abandonner cet art. J'ai été bercée par le chant et la danse d'Ahidous. Mon père exécutait cet art lors des mariages et des festivals. Moi, toute petite, je restais admirative devant ce show. Et maintenant, je marche sur les traces de mon père en rejoignant ses troupes. Ce savant mélange entre chant, danse et musique se marie à merveille avec la symphonie de la nature du Moyen Atlas. Visiblement, aucune créature ne semble rester insensible à ce spectacle entraînant. Le monde se prépare à vivre la plus longue éclipse lunaire du siècle. Cet événement a lieu à chaque fois que la Terre se retrouve entre le Soleil et une lune pleine dans un alignement parfait des trois astres. Un spectacle époustouflant avec une lune qui apparaîtra ce soir dans une teinte rouge cuivre. Les Marocains pourront d'ailleurs en profiter dès le coucher du soleil et cela jusqu'à 23h20, contrairement aux nord- et sud-américains qui vont manquer complètement le spectacle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et agréable soirée sur El Oula.